Sable chaud et mer froide. Faune africaine et animaux marins. Vaste territoire désertique et ville moderne. La Namibie est une destination unique, aux paysages spectaculaires. Que ce soit au cœur des plus hautes dunes de sable au monde, aux abords du plus grand canyon du continent africain, au cœur d'une jeune capitale moderne et accueillante, sur les rivages de l'océan Atlantique et de sa côte des squelettes, ou au milieu de ses parcs nationaux et de sa faune préservée. Partons à la découverte de ce territoire de l'Afrique australe, à la fois paisible et grandiose. Partons à la découverte de la Namibie. Jeune pays de l'Afrique australe, la Namibie a fortement été marquée par la colonisation allemande dès la fin du XIXe siècle. Lorsque les derniers soldats allemands sont délogés du continent en 1915, l'Afrique du Sud prend alors à son tour le contrôle du pays et y impose son système d'apartheid. Finalement, et après 3 décennies de conflits armés, la Namibie accède à son indépendance le 21 mars 1990. Avec une superficie de 840 000 km², équivalent à la France et l'Italie réunies, le territoire ne compte pas plus de 2,5 millions d'habitants. Notre voyage débute dans le Namib, vaste désert qui a donné son nom au pays. Âgé de 60 millions d'années, le Namib est considéré comme le plus vieux désert de la planète. Véritable monument national, il se visite étonnamment assez facilement. Pour cela, il faut se rendre dans les dunes de Sossusvlei, au plus près de son cœur brûlant. Site le plus visité de Namibie, Sossusvlei est une étape incontournable. Fort heureusement, ces étendues le préservent d'une impression de surfréquentation. Ici, l'humain disparaît rapidement devant les dimensions hors normes du paysage. À cet endroit, les dunes de sable culminent à 300 mètres de hauteur et leur couleur ocre-rouge contraste fortement avec le fond du Salar, la cuvette d'un ancien lac asséché, cuit et recuit au soleil du midi. Car sous ces latitudes, la température du sable peut atteindre 70 degrés Celsius. Gare au coup de soleil. Mais lors de l'hiver austral, de juin à septembre, le climat devient bien plus supportable. Ces arbres, emblématiques de la Deadflay, sont les restes d'acacias morts depuis plus de 900 ans. Époque à laquelle l'eau du lac a sans doute disparu dans les profondeurs des sables. L'atmosphère asséchée a conservé les troncs qui ne se décomposent pas. Ils pointeront sans doute leurs bras squelettiques vers le ciel azur pour quelques siècles encore. Pour rejoindre la côte, il faut traverser 400 km de désert.
Si un véhicule tout-terrain n'est pas indispensable, il assure néanmoins plus de confort sur les pistes en gravelle. En Namibie, seuls les axes principaux sont goudronnés, mais le réseau routier secondaire est aussi très bien entretenu. Sur ces pistes, il ne faut pas négliger les points de ravitaillement, car ils ne sont pas si nombreux. C'est l'occasion de découvrir des lieux insolites, comme le petit hameau de Solitaire, sorte de village western à la namibienne. Pompe à essence d'un autre âge et carcasse rouillée procurent une ambiance rétro à cette station-service des années 60, où tous les voyageurs s'arrêtent pour faire le plein du réservoir. Mieux vaut être prévoyant. Après 40 km de route vers le nord, un panneau routier indique que l'on se situe bien dans l'hémisphère sud. À cet endroit court la ligne imaginaire du tropique du Capricorne, l'un des 5 parallèles principaux présents sur le globe terrestre, délimitant la zone à l'intérieur de laquelle le soleil se place au zénith au solstice d'hiver. La route se poursuit par le franchissement des rivières Gob et Kuiseb. Si les traces laissées par l'action de l'eau sont manifestes, les rivières, elles, manquent à l'appel. Et pour cause. Les cours d'eau à l'origine de ces impressionnants canyons sont à sec durant la majeure partie de l'année. Face à ces formations géologiques de schiste plissé, le dépaysement est total. La rivière Kuiseb marque la limite entre la mer de sable du Namibe, laissée au sud, et les immenses plaines rocailleuses qui s'annoncent plus au nord. Et au-delà, la côte atlantique. Swakopmund, ou Swakop comme se plaisent à l'appeler les Namibiens, est la ville balnéaire du pays. Située à seulement 350 km de la capitale Windhoek, la ville attire son flot de touristes les fins de semaine, lorsque les températures à l'intérieur des terres sont trop fortes. Balnéaire et touristique, c'est un peu la Deauville de la Namibie. Aux portes du désert du Namibe, Swakopmund bénéficie d'un climat largement adouci par l'air frais venant du large. Sous ces latitudes, un puissant courant marin, le courant de Benguela, longe tout le littoral namibien et refroidit l'ensemble des eaux bordant ses côtes jusqu'à 12 degrés Celsius. Sa proximité avec l'océan, Swakopmund l'a fait vivre dès le cœur de la ville, avec sa jetée en bois. Construction centenaire s'avançant vers l'océan sur 260 mètres, on y flâne pour y prendre l'air. La ville qui s'étend aux portes du désert affiche clairement ses origines allemandes. Il faut alors prendre le temps de parcourir les rues du centre-ville pour y découvrir les belles demeures historiques. L'ancien hôpital, aujourd'hui reconverti en hôtel. La caserne militaire construite en 1905, qui hébergeait le régiment du génie. Et méritant le détour, la Hohenzollernhaus. Bâtie en 1909, elle servit d'hôtel pendant de nombreuses années, puis de bureau administratif, avant de finalement être reconverti en logement. Déclaré monument national en 1983, le bâtiment arbore une architecture typique de l'époque coloniale allemande. Dans un pays majoritairement luthérien, l'église sur Otavi Street illustre bien la présence de cette obédience protestante
qui regroupe plus de 700 000 membres répartis sur 124 paroisses à travers toute la Namibie. Après une matinée ensoleillée, la brume venant du large commence à envelopper la ville. C'est un phénomène fréquent sur la côte namibienne. Une centaine de jours par an, le refroidissement de l'air engendré par le courant de Benguela crée ces brumes qui, poussées par les vents du large, enveloppent la ville et le désert du Namibe, apportant une humidité bienfaitrice aux espèces du désert. Les premières dunes de sable apparaissent aux portes de Swakopmund et permettent de pratiquer des activités de glisse, mais sans remontée mécanique. Le désert du Namibe renferme une petite faune originale, totalement adaptée aux conditions climatiques et qu'il est passionnant de découvrir. Pour cela, il est possible de faire appel aux compétences de guides naturalistes. L'agence la plus réputée en ville est Tommy's Living Desert Tour. Ces guides, véritables spécialistes du désert, conduisent les visiteurs au plus près du monde sauvage. Proximité garantie. S'il est toutefois assez rare de le croiser, déranger un scorpion du désert peut s'avérer dangereux, car son venin possède des neurotoxines mortelles pour l'homme. Enfouie dans le sable, la vipère du Namibe jaillit tel un diable de sa cachette pour fondre sur ses proies. C'est un as du camouflage. Ces espèces venimeuses peuvent impressionner de prime abord. Il n'en reste pas moins qu'elles vivent dans des milieux hostiles où l'homme n'a guère sa place, diminuant grandement les rencontres et donc les accidents. Le caméléon de Namakwa est un autre animal endémique de ce désert. Ce caméléon, totalement inoffensif lui, se nourrit de petites proies qu'il capture fort habilement. Quitter la ville par le nord permet de rejoindre la côte des Squelettes. En raison de forts courants, de la houle et des brouillards denses, ces côtes sont parmi les plus dangereuses au monde. Côte redoutable et redoutée, les épaves des navires qui la parsèment l'illustrent parfaitement. Le chalutier Zeyla s'échoua aux petites heures du 25 août 2008, fort heureusement sans faire la moindre victime. Tracté par un autre navire pour être conduit sur son lieu de démantèlement, sa ligne de remorquage céda sous la force brutale des vagues. Aujourd'hui, sa carcasse rouillée est devenue la propriété exclusive des cormorans du Cap. Cap Cross. Découvert en 1485 par le navigateur portugais Diego Cam, une croix marque le point le plus au sud que des Européens atteignirent cette année-là sur les côtes africaines. Aujourd'hui, Cap Cross est surtout connu pour sa réserve naturelle qui abrite à l'année une colonie d'otaries à fourrure. Dans un vacarme assourdissant et une véritable odeur de fauve, plus de 100 000 otaries ont clairement pris possession des lieux. On peut y voir les plus jeunes téter leur mère et les plus grands apprendre à pêcher au large. La vie semble s'écouler paisiblement, malgré quelques chamailleries. La quantité d'ossements qui parsèment les plages prouve que les prédateurs savent prélever leur dû. Les chacals à chabrac sont de vrais opportunistes, tantôt prédateurs, tantôt charognards. Avec un peu de patience,
Il est possible de les observer en journée sur le cap et ses environs. Sur la piste menant vers l'est, culmine au sein d'une plaine à 1000 mètres d'altitude, le massif du Spitskope. Ce massif est l'une des curiosités géologiques de Namibie. C'est un Inselberg, littéralement une île-montagne en allemand. Une bulle de magma qui a émergé et s'est retrouvée façonnée par l'érosion. La zone abrite de nombreuses peintures rupestres. Réalisé par les hommes qui peuplaient les lieux il y a 20 000 ans, le site de Bushman Paradise est le plus visité. Ces peintures, datées de 4000 ans, sont considérées comme l'une des plus belles collections d'art rupestre en Namibie. On peut y voir la représentation des animaux qui peuplaient déjà les plaines environnantes, avec des koudous, des zèbres, des rhinocéros et leurs prédateurs. Ici, des chasseurs San, accompagnés d'un chaman. On peut y croiser en journée de petits animaux vivant dans les rochers. Ce sont des damans du Cap, de petits mammifères ressemblant à des marmottes, mais qui ont étonnamment de lointaines origines communes avec les éléphants. Ces placides herbivores vivant en colonie se nourrissent de feuilles d'acacia. Leur présence sur la zone est trahie par des traces blanches qui recouvrent les rochers. Elles correspondent à leurs fientes déposées là de génération en génération. Véritable mosaïque de culture et de tradition, la Namibie est un bel exemple d'unité dans la diversité. Le pays regroupe une dizaine d'ethnies possédant chacune sa propre langue et ses traditions. Le peuple Herero est une ethnie bantoue vivant également en Angola et au Botswana. 160 000 Herero résident en Namibie. La découverte du village culturel d'Ombu, situé à 48 km de Djivarongo, est l'occasion unique de découvrir ce peuple accueillant et fier de ses origines. L'authenticité du village d'Ombu le distingue d'autres musées vivants, car il est la résidence permanente d'une famille Herero. Ce village offre ainsi une vision intime de la culture Ova Herero, au sein de laquelle les femmes mariées et les plus âgées portent l'orokova, une robe trouvant ses origines à l'époque victorienne. Ce que vous voyez ici, c'est une peau d'animal. Normalement, au Kaokoland, le peuple Imba porte encore des vêtements en peau d'animaux. Le peuple Herero n'est pas très éloigné du peuple Imba. Les Herero sont descendants des Imba. Ils ont migré vers le sud et ont modifié leur tenue. La robe est un héritage du temps de la colonisation par les Allemands. Les Herero ont adopté ce qu'on appelle la robe Victoria à cause des habits de l'époque. Ça, ce sont d'autres vêtements qu'on met en dessous pour que la robe ait l'air un peu plus bouffante. Ce sont des vêtements similaires pour la plupart à celui que je porte, mais adaptés à différentes occasions. Celui-ci, par exemple, on peut le porter pour un enterrement ou même à la maison. Les vêtements brillants conviennent pour les mariages et ce genre d'occasion. Ceux-ci sont très brillants.
L'idée du chapeau s'inspire des cornes de vache. Parce que chez les Herero, on est très fiers de nos vaches qui nous fournissent presque tout ce dont on a besoin. Le lait, le beurre, la peau, les vêtements, presque tout nous vient de la vache. Nous portons donc fièrement ce chapeau. Chez ce peuple d'éleveurs, la vache est le symbole de richesse. Plus grand est le troupeau, plus riche est le village. Et plus important sera le statut de son propriétaire. Ainsi, toute la culture traditionnelle Herero repose sur les produits issus de la vache. Dans la culture traditionnelle, les jeunes filles apprennent dès leur plus jeune âge à traire, puis à préparer les produits issus du lait, comme l'omaéré, sorte de beurre baratté, et le ghee, un beurre clarifié. Les femmes préparent aussi le pop, un accompagnement réalisé à base de farine de maïs blanc, très présent dans les plats traditionnels namibiens. La première femme, ici, prépare du ghee, du beurre clarifié. L'autre femme prépare du mealie pop, une sorte de polenta de farine de maïs. Elle fait du pop. Là, c'est de l'omaéré, du bas-beurre fermenté, qui va être mélangé avec la farine de maïs, le pop, pour préparer de délicieuses céréales pour le petit déjeuner. Voyez comment une femme Herero est assise et verse le lait. On ne doit pas se tenir debout lorsqu'on verse le lait, on doit s'asseoir. Et maintenant, il faut mélanger le tout, comme si on mélangeait du pop avec du lait, mais ici, on le mélange avec l'omaéré. Chaque jour, au lever, il faut le préparer. Et si l'on cuisine un plat de viande, on peut aussi faire du pop en accompagnement, en y ajoutant de la sauce. Ces pratiques culturelles tendent à disparaître de nos jours. Et le village d'Ombu a l'immense mérite de mettre en valeur la culture et le mode de vie du peuple Ova Herero, tout en connectant chaque visiteur à leur réalité d'aujourd'hui. Ces échanges rendent plus aiguë encore la terrible répression dont fut victime ce peuple au siècle dernier. À 1 heure de route de Djivarongo, on atteint vers l'est la limite occidentale du désert du Kalahari. Au cœur de ce paysage se dressent tel un mirage les hautes falaises flamboyantes du massif du Waterberg. C'est ici que le 11 août 1904 se déroula la sanglante bataille de Waterberg, qui opposa la résistance Herero, menée par leur chef Samuel Maha Herero, aux troupes du Reich lourdement armées. Mis en défaite, les Herero s'enfuirent dans le désert. C'est alors que le commandant des troupes allemandes, le sinistre général Lothar von Trotha, rédigea de sa main un ordre d'extermination à l'encontre des Herero et des Nama. Considéré aujourd'hui comme le premier génocide du XXe siècle, 100 000 hommes, femmes et enfants furent ainsi pourchassés et exterminés, créant un véritable traumatisme dans l'histoire namibienne. Édifice géologique spectaculaire de 50 km sur 15, le massif du Waterberg expose sa couronne de grès rouge à 200 mètres au-dessus des plaines. Ces roches sont les témoins pétrifiés d'un désert de sable qui couvrait jadis la majeure partie du pays, il y a 190 millions d'années. À chaque saison des pluies, les précipitations s'infiltrent à travers le grès poreux. Tout le massif se gorge alors d'eau telle une éponge, la redistribuant le long des pentes en une multitude de sources.
Cet environnement contraste fortement avec l'aridité régnant dans les plaines environnantes. Le Waterberg porte ainsi à merveille son nom de montagne d'eau. C'est une véritable oasis au cœur d'une savane desséchée. Parc national depuis 1972, le plateau sommital requiert la présence d'un guide pour s'y déplacer. Les contreforts du massif, eux, offrent un large choix de sentiers que l'on peut aisément parcourir par soi-même. Sur le haut des falaises, une bande de babouins chacma profite des premiers rayons du jour. Ils viennent de passer la nuit dans la falaise, à l'abri, loin des prédateurs de la plaine. Ces singes ont trouvé dans ce massif un refuge, une forme de paradis suspendu au milieu d'une région aride. Animal d'un naturel curieux, le babouin fait preuve de beaucoup d'intelligence. Ces singes possèdent un comportement social riche et complexe et communiquent au moyen de cris, d'attitudes corporelles et d'expressions faciales dont ils sont passés maîtres. Windhoek, le coin du vent en afrikaans, est une ville de 300 000 habitants, moderne et très agréable à vivre. Capitale de la Namibie, Windhoek se situe dans une plaine vallonnée à 1600 mètres d'altitude. On s'y sent à l'aise dès l'arrivée. Découvrir la ville à pied est facile, car la capitale est à l'image du pays, sûre et accueillante. Par bien des aspects, on découvre un centre-ville où les traces de l'ancienne présence allemande sont encore bien visibles, comme sur Independence Avenue, le quartier des affaires de Windhoek. Édifice emblématique de la ville, l'église luthérienne se situe sur un îlot de circulation sur Mugabe Avenue. Érigée en 1910, c'est la plus ancienne église évangéliste luthérienne de Namibie. À ses côtés se trouve le mémorial de l'indépendance et la statue de l'ancien président Sam Nujoma, considéré comme le père de la nation namibienne. Il est l'une des figures importantes qui a mené le pays à son indépendance. Dans les rues du centre-ville, l'architecture témoigne de l'influence allemande, comme à la gare ferroviaire datant de 1912, d'où partit la première ligne de chemin de fer reliant la capitale à Swakopmund. Dans la zone piétonne, proche du marché artisanal, sont exposés les fragments de la météorite de Ribeon, découverte en 1836 dans le sud du pays. Les 77 fragments retrouvés dans le désert ont permis d'estimer son poids à 26 tonnes, ce qui la positionne parmi les plus grosses météorites jamais identifiées à ce jour. Ville d'entrée du pays, Windhoek est idéalement située à la croisée des chemins et permet d'accéder à l'ensemble du pays en empruntant son réseau routier principal. À l'est se situe le désert du Kalahari, que l'on découvre ici dans sa partie occidentale. Cette zone aride s'étire sur plus d'un demi-million de kilomètres carrés,
depuis le Botswana et l'Afrique du Sud. C'est un semi-désert composé de dunes basses de sable rouge, recouvert d'une savane arbustive d'acacias épineux. En langue tswana, Kalahari signifie la grande soif. Cette immense étendue ne possède pas d'eau de surface et les rares précipitations s'infiltrent immédiatement dans les sables. Les espèces sauvages se sont donc adaptées. Les végétaux ont développé de longues racines s'enfonçant profondément pour atteindre les nappes d'eau. Les animaux aussi ont fait preuve d'adaptation. Les girafes se nourrissent sans difficulté des feuilles et des fleurs d'acacia en se jouant habilement de leurs épines. Pourtant redoutables. Mais les résidents les plus connus de ces sables rouges sont sans conteste les suricates. Ces petits animaux vivent en colonie et leur adaptation au sable du désert est remarquable. Les suricates sont les terrassiers du Kalahari. Ils utilisent la technique de la sentinelle. À tour de rôle, chacun d'eux monte la garde et en cas de danger, alerte les autres membres du groupe qui se mettent à l'abri. Mais avec l'autruche, aucun souci. Bien que le rapport de taille soit vraiment impressionnant. Les hommes ont eux aussi réussi le tour de force de s'implanter ici. Le désert du Kalahari est le territoire du peuple San, que les colons européens nommaient Bushmen. Leur présence en Namibie est attestée par des peintures rupestres datant de 40 000 ans. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs, à l'origine nomade, est devenu, bien malgré lui, sédentaire en son pays et ne vit plus aujourd'hui de manière traditionnelle. Au ranch de Bagatelle, à Marienthal, il est possible de venir à leur rencontre. À travers un village reconstitué et d'une sortie accompagnée, les San présentent leur culture et leur connaissance sur ce désert qu'ils considèrent comme un jardin. Bonjour et bienvenue en Namibie. Suivez-nous à la découverte du Kalahari, des plantes qui y poussent et peuvent être utilisées en médecine, ou de celles qui donnent de bons fruits. Puis nous irons au village rencontrer notre famille. Les San, tout comme les Nama, parlent une langue Khoisan, sans doute la plus ancienne des langues encore parlées sur la planète. Ce langage comporte une série de clics produits par des claquements de la langue bien difficiles à appréhender pour un profane. Pete nous en explique les bases. Ce sont les 4 clics différents des Bushmen. Cette langue combine 4 clics avec les lettres de l'alphabet. On a les lettres de l'alphabet de A à Z et en plus, on a 4 clics différents. Donc, quand on écrit, la plupart des mots présentent des clics, à l'exception de quelques-uns qui n'en ont pas. Par exemple, parmi les mots qui n'ont pas de clic, quand on veut dire « merci beaucoup », on dit « mivia », qui n'a pas de clic. Celui-là est très facile, il n'a pas de clic. Mais à l'oral, la plupart des mots ont des clics. Lorsque j'écris le nom de quelqu'un, j'utilise les clics et j'ai des lettres de l'alphabet. C'est donc Oma, le nom de quelqu'un. On a le clic, puis c'est Oma, O-M-A, avec l'alphabet. Autrefois, les San dépendaient totalement des ressources qu'ils trouvaient dans le désert. Leur connaissance de l'environnement était donc vitale. Les plantes leur permettaient de se soigner et de se nourrir. Pour la chasse, la confection de pièges était un art qu'il fallait maîtriser. Celui-ci, installé au sol, permettait d'attraper une autruche. Car comme le dit un San bien informé, l'autruche possède 2 gros yeux
mais un cerveau minuscule. Autrement dit, il est facile d'abuser l'oiseau et de l'attraper par ce subterfuge. Ces hommes, habitués à courir le désert parfois jusqu'à 40 km par jour, utilisaient plantes et racines pour se désaltérer. Élément majeur dans la culture San, l'œuf d'autruche servait de réserve d'eau une fois vidé. Il était alors utilisé comme une gourde, enfoui dans le sable sur des sites bien identifiés et répartis stratégiquement sur le territoire. Ainsi caché, à l'abri des regards, il était alors possible pour les chasseurs en mauvaise posture de compter sur cette précieuse réserve d'eau pour se désaltérer. L'œuf d'autruche est toujours un aliment de choix pour les San. Il équivaut à lui seul à une vingtaine d'œufs de poule. Ce peuple de chasseurs-cueilleurs vivait autrefois en parfaite harmonie avec la nature. Leur survie était intimement liée aux plantes et aux animaux peuplant le Kalahari. Ils en ont conservé des connaissances remarquables et surtout un respect toujours intact. Le sud de la Namibie, frontalière avec l'Afrique du Sud, est une région peu fréquentée par les touristes européens, mais qui mérite pourtant que l'on s'y attarde. Une étape incontournable sur ce parcours se situe dans la région de Keetmanshoop. C'est dans cette partie de la Namibie que peut s'observer une concentration remarquable d'arbres à carquois, ou Kokerboom en afrikaans. Ces plantes sont des aloès géants, mesurant 7 mètres de haut. Tout comme l'oryx gazelle l'est pour les animaux, l'arbre à carquois est l'emblème végétal de la Namibie. Son nom vernaculaire provient de l'utilisation qu'en faisaient les San, qui se servaient de ces branches tout à la fois solides et flexibles pour confectionner le carquois de leurs flèches. En empruntant la piste C17 en direction de Koes, on atteint la ferme de Spitskoppe. C'est là que vit Riel Steenkamp, un ancien éleveur de moutons. Riel est le propriétaire du Mesosaurus Fossil Camp, connu à travers tout le pays et même bien au-delà de ses frontières. Car c'est ici, sur ces terres, que Riel et son fils ont trouvé par hasard en 1990 les restes fossilisés d'une créature préhistorique. Cette découverte déclencha dans le monde scientifique un véritable engouement. Vous voyez, cette créature est morte il y a 250 millions d'années, alors que les grands dinosaures, eux, sont morts il y a 65 millions d'années. Elle est donc beaucoup plus ancienne. Là, on voit une partie de la tête, mais le museau s'est érodé. Et là, on voit l'empreinte du cou, avec une empreinte de la colonne vertébrale, des empreintes des côtes et la queue, qui s'est également érodée. Ces créatures avaient une longue queue puissante, elles étaient probablement d'excellents nageurs. Et là, on voit la patte arrière, avec le fémur, le tibia, le péroné, comme chez les êtres humains, avec les 5 orteils. On peut voir les ongles, et si on regarde bien, on voit que l'orteil du milieu était disloqué. La pauvre bête! Ces fossiles de Mésosaurus constituent une preuve de la théorie d'Alfred Wegener sur la dérive des continents. Car on trouve exactement les mêmes fossiles en Amérique du Sud. On en conclut donc que les continents étaient joints à un moment donné. On a trouvé ces morceaux de sédiments à proximité et je les ai mis côte à côte. Vous voyez ce petit trou, juste là? Ça peut être l'empreinte d'un os.
Maintenant, quand je l'ouvre, on peut voir qu'il y a un fossile à l'intérieur. C'est la partie supérieure de la queue. Le corps commençait là. Mais on ne voit pas d'os à l'intérieur, que des empreintes. Ces créatures vivaient ici à la fin de l'ère Carbonifère et au début de l'ère Permienne. On pense qu'avec toutes les plantes dans l'eau, l'eau est devenue à cette époque un peu acide au fond de la mer. Et au fil du temps, cette eau acide a dissous les os et n'a laissé que des empreintes. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de fossiles. En fait, le fossile est une faiblesse dans le sédiment. Ce dernier s'ouvre au niveau d'un os car il est creux à cet endroit. Tout ce que je peux dire à ce pauvre animal, c'est seulement « repose en pièces ». Rhyl n'est pas seulement le gardien de l'un des sites fossilifères les plus remarquables du continent africain. Il possède aussi des talents de musicien. Au beau milieu de ce décor de chaos de roches anciennes, Rhyl ne pouvait pas mieux trouver qu'un instrument datant de l'âge de pierre. Bien, si vous vous tenez ici, moi je joue là. Vous voyez cette roche? Elle est très dure. Et les fissures ne contiennent pas de sable. La tension dans la roche crée donc une résonance. Vous êtes prêts? Mais vous voyez, je ne suis pas un très bon musicien, car je joue sur cette roche depuis plus de 10 ans et je ne connais toujours que 2 morceaux. Bye bye. Au même titre que le sont les chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe, ou le Kilimandjaro en Tanzanie, le Fish River Canyon de Namibie est l'un des sites naturels remarquables du continent africain. Avec ses dimensions gigantesques, affichant 160 km de long, 26 de large et une profondeur de 550 mètres, ce canyon est le plus vaste d'Afrique et l'un des plus grands au monde. Les roches de ces pentes sont les plus vieilles pierres de Namibie, datées à plus d'1 milliard d'années. Entre avril et septembre, il est possible d'effectuer sur 5 jours une randonnée de 85 km au cœur du canyon. Un sacré défi qui réclame une excellente condition physique et l'obligation d'être accompagné d'un guide accrédité. On ne se lance pas à la légère dans pareil environnement. Une voie de chemin de fer bâtie en 1908 relie l'intérieur de la Namibie à la ville de Luderitz sur la côte. Elle est toujours utilisée pour le transport du minerai. Le secteur minier contribue à hauteur de 15% du PIB namibien. C'est au bord de cet axe ferroviaire, perdu au milieu de nulle part, que l'on croise les chevaux sauvages de Namibie. Ils sont les descendants directs des chevaux que la Schutztruppe abandonna lors de sa fuite en 1915. Laissés à leur pauvre sort, les montures des soldats allemands survécurent presque miraculeusement dans ce désert. Si au tournant des années 80, cette population redevenue sauvage faillit disparaître, on en dénombre aujourd'hui près d'une centaine sur la zone. La vie de ces courageux chevaux ne dépend que d'un seul et unique point d'eau, celui de Garoub. Sans cet abreuvoir artificiel, aucun de ces descendants d'anciens chevaux de sel européens n'aurait pu survivre dans pareil environnement.
Le 24 avril 1884, le chancelier Otto von Bismarck proclame la souveraineté de l'Empire allemand sur le sud-ouest africain. L'histoire de son peuplement par les Européens est intimement liée à la découverte totalement fortuite d'un diamant par un ouvrier du chemin de fer, Zaccaria Levala. La nouvelle se répandit à toute vitesse et lança une véritable ruée vers ces terres lointaines. Le pauvre Zaccaria, lui, n'en tira aucun profit. La mine assura à son apogée plus de 10% de la production mondiale de diamants. Mais toute fièvre connaît une chute. Après avoir atteint son plus fort développement au début du XXe siècle, la petite ville de Kolmanskop se vida progressivement de ses occupants et tomba pour de bon dans l'oubli au tournant des années 50. Elle est aujourd'hui déclarée ville fantôme et peut désormais se visiter. Véritable Eldorado durant plusieurs décennies, Kolmanskop abritait des infrastructures dignes des grandes villes européennes. Il faut cela représenter à la grande époque, lorsque la ville abritait 250 familles d'Européens qu'il fallait bien distraire. Fabrique de glace, casino, gymnase et même une piscine dont l'eau si précieuse était acheminée par bateau d'Afrique du Sud. Le plus incroyable est sans doute que la ville fut la toute première du continent à abriter un centre d'imagerie à rayons X, phénomène découvert quelques années plus tôt par le physicien allemand Konrad Röntgen. L'appareil à usage médical permettait de contrôler les estomacs des mineurs, non pour leur santé gastrique, mais pour s'assurer qu'ils ne volent pas les pierres précieuses en les dissimulant au sein de leur tube digestif. Le site de Kolmanskop est une visite incontournable en Namibie, car elle permet de saisir une part importante de l'histoire du pays. Après une dizaine de kilomètres, apparaît la petite ville portuaire de Lüderitz. Coincée d'un côté par l'océan Atlantique, qui lui assène son vent chargé d'embrun, et de l'autre par un désert brûlant qui l'ensable régulièrement, Lüderitz a trouvé sa place dans ce décor de Far West. C'est en 1883 qu'Adolf Lüderitz, un riche négociant de Brême, en Allemagne, acquiert le site de la baie auprès d'un chef nama, pour la somme bien modeste de 10 000 marks et de 250 fusils. À la suite de cette transaction quelque peu malhonnête, Adolf Lüderitz crée sur les lieux un port auquel il donne en toute simplicité son propre nom. C'est ainsi que le premier protectorat d'empire est accordé aux possessions de l'homme d'affaires. L'Empire allemand proclame ainsi officiellement sa souveraineté sur le Lüderitzland, l'actuelle Namibie. Dans les années qui suivirent, la découverte de diamants favorisa l'essor de la ville. Habitations et bâtiments officiels firent leur apparition. Proche de l'église luthérienne évangélique qui surplombe la ville, la Gorgehaus est sans doute la maison la plus bavaroise de la ville et symbolise à elle seule toute cette époque coloniale. À une vingtaine de kilomètres de Lüderitz, on atteint la presqu'île de Diaz Point. Dans leur recherche d'un passage vers l'Inde, les Portugais, menés par l'explorateur Bartolomeu Diaz, découvrirent le site en 1488. Peu hospitalière, la côte ne va guère inciter les Portugais à s'y implanter. Et c'est en 1915 que sera inauguré le phare signalant encore aujourd'hui l'entrée de la baie. Il semble veiller tout autant sur le large que sur les salines en contrebas. Cette zone naturelle est fréquentée par des colonies de flamands qui y trouvent là une manne nourricière.
C'est entre désert et océan que nous terminons notre périple. Ce jeune pays d'Afrique australe est une belle découverte pour les voyageurs avides de grands espaces et de nature sauvage. Subtil mélange entre tradition ancestrale et modernité, les rencontres y sont authentiques et le voyageur toujours le bienvenu. La Namibie se révèle assurément comme l'une des perles de l'Afrique australe.